Tout a commencé, si on peut dire, avec la déclaration de politique générale du Premier ministre, il y a un peu plus de 3 mois, qui a annoncé une réforme territoriale, qui a relancé une réforme qui, en réalité, était à l'arrêt depuis 2 ans. Et après une autre période, où il y avait eu d'autres tentatives d'ailleurs, dans le précédent mandat, qui avaient également été enterrées. Le gouvernement a donc décidé de présenter 2 projets de loi pour cette réforme, et je dois dire que nous trouvons que c'est une bonne chose, contrairement à d'autres, que ce soit 2 projets de loi séparés. Ce sont 2 sujets à part entière, la question du découpage des régions et la question des compétences de ces futures collectivités. D'ailleurs, nous considérons que c'est évidemment le texte sur les compétences qui est le plus important, et nous regrettons qu'il y ait un petit glissement sémantique. Je m'adresse plus particulièrement à messieurs les ministres. On ne parle plus de décentralisation, mais de réforme territoriale. Or, je me souviens que pendant la campagne électorale de 2012, le candidat François Hollande avait fait un discours, je crois, dans la ville de Dijon. Je ne sais pas pourquoi cette ville avait été choisie, mais dans cette ville de Dijon, il avait fait un discours sur la décentralisation. Il avait parlé, alors on a parfois du mal à trouver le numéro, mais d'acte 3 de la décentralisation, et nous considérons en effet que c'est ce qu'il faut faire prioritairement, et ce sera donc le débat de l'automne. Nous, je le dis très clairement concernant le découpage des régions, c'est un autre sujet, et nous ne partageons pas la logique de départ qui consisterait à diviser par 2, avoir comme objectif de diviser par 2 le nombre de régions. Ce n'est pas pour nous la priorité pour renforcer les régions. Pour renforcer les régions, il faut d'abord leur donner des compétences et des moyens supplémentaires. Mais la loi que nous examinons maintenant sur le découpage des régions est l'occasion de parler de nos régions. Et j'ai entendu beaucoup de collègues qui ont évoqué telle ou telle région. C'est tout à fait légitime. C'est plutôt bon signe. D'ailleurs, ça montre l'ancrage territorial des députés que nous sommes. Mais je crois que je dois vous dire d'ailleurs que je pourrais moi-même parler de ma région. Je suis obligé de mettre ma avec des guillemets, de ma région, la Bretagne, celle à laquelle tout simplement je me sens appartenir. C'est pour ça que je dis ma région. Mais je voudrais d'abord parler de la France. Car je crois que lorsque nous avons un texte comme celui-là, nous devons parler de la France. D'abord parce que l'histoire de France est indissociable de l'histoire de nos régions. À une époque, on disait les provinces, mais c'est la même chose. Ce sont les régions. Et justement, j'y reviendrai. Et la construction de la France est tout à la fois la construction d'une unité nationale et une construction de régions. Et que l'on regarde les différents régimes politiques qui se sont succédés et les différentes tentatives, j'y reviendrai, de découpage successifs, cela a toujours été la construction d'une unité nationale avec des régions, avec des territoires qui ont leur propre identité, y compris linguistique. On parle souvent de l'unité linguistique de la France et on ne doit jamais oublier nous sommes un pays où il y a une pluralité linguistique. Et je me souviens, et je pourrais en parler, y compris pour des raisons personnelles, d'une région qui avait été séparée de la France. Ce n'est pas si vieux. Et dans cette région, les Français, parce qu'il faut bien dire que c'était des Français, étaient particulièrement attachés à la France, peut-être plus encore que les autres Français, alors que pour beaucoup d'entre eux, ils ne parlaient même pas le français. Mon arrière-grand-mère était dans ce cas. La France, je le disais, c'est cette histoire, mais moi je crois que c'est aussi l'avenir de la France. L'avenir de la France, c'est d'avoir à la fois cette unité et cette diversité des régions. J'ai fait hier un petit rappel historique à l'occasion d'une explication de vote sur la motion de procédure déposée par l'UMP, en rappelant qu'il n'y avait eu qu'un seul débat parlementaire dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire de notre République, concernant le découpage territorial, et c'était en 1789, avec le découpage des départements. Alors c'est vrai que 225 ans après, on vit toujours avec. C'est une œuvre qui a connu une durabilité qui mérite d'être saluée. Mais en même temps, ce que l'on peut dire, c'est que 225 ans après,
alors que l'objectif de certains des rédacteurs de cette carte, c'était de casser les provinces, justement, de considérer qu'il fallait se débarrasser de ces vieilles provinces d'Ancien Régime, eh bien, sachant que les rois avaient souvent le même objectif de casser les provinces, eh bien, 225 ans après, eh bien, ce qu'on appelait les provinces et ce qu'on appelle aujourd'hui les régions existe toujours. Le sentiment d'appartenance régionale existe toujours. Malgré cette volonté, et donc je trouve que c'est très intéressant de voir que, à la fois, cette carte des départements s'est installée et qu'elle n'a pas fait disparaître les sentiments d'appartenance régionale. Et si j'en crois un sondage qui est paru dans plusieurs journaux régionaux, eh bien, le sentiment, l'attachement, c'était comme ça que la question était posée, l'attachement aux régions reste fort. Évidemment, il n'est pas le même selon les régions, c'est vrai. 90% en Bretagne, c'est le plus fort, moins de la moitié dans la région voisine artificielle des Pays de la Loire. Alors, nous, écologistes, nous continuons à penser que le découpage, c'est la simple évocation des faits, mon cher collègue Fourage. Nous, écologistes, nous continuons à penser que le découpage régional le plus légitime, le plus durable, c'est celui qui s'appuie justement sur ces sentiments d'appartenance. Et je crois que la question de la légitimité d'un découpage, ce n'est pas une petite question. Elle a son importance, particulièrement dans un moment où nous voulons renforcer les pouvoirs, les compétences et les moyens financiers des régions. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous, les écologistes, nous avons toujours été pour aller dans ce mouvement. Et donc, il faut avoir une attention particulière à la légitimité du découpage régional. Alors, je sais que quand on avance cet argument, je l'ai vu encore cet hémicycle, quelques yeux se lèvent au ciel, et d'autres nous disent, plus ouvertement, ils nous renvoient à ce qui serait, je cite des mots et des expressions qui ont été employés à la Commission, par exemple, lors du débat en Commission, une dérive identitaire, un repli identitaire, voire un sentiment d'exclusion. À entendre certains collègues, d'ailleurs, les futures régions auront des frontières, des barbelés tout autour, on ne pourra pas les franchir. Eh bien, moi, je le dis, il faut affronter cette question de l'identité. Je trouve ce raisonnement particulièrement étrange et, pour tout dire, je le récuse. Car l'identité régionale, c'est le sentiment d'appartenance à une collectivité. C'est tout simplement le fait d'avoir envie de partager cette idée que l'on va mettre en œuvre un projet en commun. Et je crois que c'est tout simplement là l'essence même de la politique. Et j'ajoute, peut-être davantage à l'attention de mes collègues de gauche, qu'il me semble que c'est le plus puissant ferment de solidarité. On fait beaucoup plus de solidarité lorsque l'on se sent appartenir à un projet commun. Et je le dis d'autant plus que c'est exactement ce que l'on dit quand on parle de la solidarité nationale. On dit que c'est à l'échelle nationale que l'on peut organiser un certain nombre de solidarités. Cela doit être la même chose à l'échelle locale. Et c'est exactement ce dont on parle avec ces deux projets de loi, mes chers collègues et messieurs les ministres. Si j'ai bien compris, et c'est ce que nous souhaitons, il s'agit de permettre aux régions de porter des projets de territoire et d'organiser la solidarité territoriale. Ce sont là les deux piliers de la réforme et ce sont deux piliers que nous soutenons. Alors, je récuse l'argument selon lequel il faudrait choisir entre l'identité régionale et l'identité nationale. Je le dis parce que je crois que parmi les partisans de la construction européenne, par exemple, et j'en suis, c'est au fondement de mon engagement politique, parmi les partisans de la construction européenne, personne ne défend sérieusement l'idée que la construction européenne signifierait la disparition des identités nationales. Au nom de quoi la construction de la France supposerait la disparition des identités régionales? Et je le dis aussi par rapport à la langue. Comment pourrions-nous, à l'échelle internationale, défendre la francophonie? Et nous avons raison de défendre la francophonie au nom de la diversité linguistique, face au risque d'uniformisation, de rouleau compresseur de l'anglais. Comment pourrions-nous défendre cela à l'échelle internationale et en France vouloir effacer, casser les langues régionales? Alors,
Vous l'avez compris, nous, les écologistes, nous défendons cette vision du sentiment d'appartenance multiple, d'une identité plurielle, car d'ailleurs, dans les questions d'identité, on est toujours aux confins de la construction individuelle et collective. Et je suis très frappé que les mêmes qui d'ailleurs dénient souvent à la question de l'identité d'émerger dans ce débat ramènent très souvent leur histoire personnelle. Oui, c'est normal. Mais justement, lorsque nous avons ces constructions tout à la fois individuelles, intimes et collectives, c'est justement ce à quoi il faut faire très attention et ce à quoi il faut être très attentif. C'est la tradition française. Moi, je le dis, je récuse l'idée selon laquelle la tradition française serait d'uniformiser, serait de nier les particularismes régionaux. On raille souvent d'ailleurs l'esprit de clocher, mais c'est une richesse pour la France et les Français que d'avoir cette identité qui n'est pas exclusive l'une de l'autre. Et je me souviens, car une collègue, je ne sais pas si elle est là, qui s'est inscrite aussi dans le débat, a dit dans la commission que cela lui rappelait le débat sur l'identité nationale qui avait existé dans le précédent mandat. Eh bien justement, moi j'étais intervenu dans ce débat il y a bientôt 5 ans, c'était en 2009, et j'avais dénoncé la vision du ministre de l'époque, M. Éric Besson. Là, je crois arrêter la politique et ça valait sans doute mieux. Mais à l'époque, il était ministre de l'identité nationale et de l'immigration, puisque vous aviez fait cette chose étrange que de mélanger les deux. Et il avait dit qu'il fallait que les Français hiérarchisent leurs identités. Eh bien non, justement, nous ne demandons pas aux Français de choisir. Pourquoi les Bretons, les Alsaciens, les Corses, les Picards et tous les autres, ils ne sont pas moins français que les autres au prétexte qu'ils ont une identité régionale forte. Et je rappelle que, puisque nous venons il y a quelques jours de fêter le 14 juillet, que le 14 juillet 1790, puisque en réalité c'est la fête nationale, c'est en référence au 14 juillet 1790, qui était en effet, cher collègue Bachelet, vous avez raison de le rappeler, la fête de la Fédération. Pourquoi la Fédération? Non pas que la France était devenue un État fédéral, il ne faut pas faire de contresens, mais parce que c'était la Fédération de la Garde nationale. Et dans ce grand moment d'unité nationale, eh bien, la garde nationale qui s'était constituée, le peuple s'était constitué en garde nationale partout en France pour protéger les acquis de la Révolution, eh bien, cette garde nationale a défilé sur le Champ de Mars, à quelques centaines de mètres d'ici, sous les bannières des régions et départements de France. Donc, dans ce grand moment d'unité nationale, il y avait aussi la diversité territoriale qui était présente. Alors, j'ai fait ce petit détour par cette question de l'identité parce que je crois qu'elle sous-tend ce débat. Et parce que je vois bien dans le débat qu'il y a deux logiques qui s'affrontent, la logique technocratique et la logique démocratique. J'entends certains collègues qui parlent, lorsqu'ils parlent du découpage régional, de critères comme les projets, les schémas, les plans, les pôles de compétitivité, tout un tas de machins, comme aurait dit le général de Gaulle, tout un tas de machins que, en effet, nos collectivités sont très fortes pour inventer, car nos collectivités ont aussi leurs technocrates, comme l'État. Mais je suis frappé qu'ils ne parlent plus des Français et ils ne parlent plus aux Français en tenant ce langage. Non, une ligne de TGV, un canal, un aéroport, un pôle de compétitivité ne feront jamais une région, ne feront jamais une identité régionale. Et je dis cela parce que je vois bien que la tentation existe de nier les identités et cultures régionales. Je dis cela parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que le gouvernement lance cette réforme, nous vivons avec un découpage régional qui est une construction technocratique. Les 22 régions d'aujourd'hui, elles n'ont jamais été mises en débat ou soumises à un vote au Parlement. Et pour cause, puisque ce découpage, il n'était pas fait au départ pour faire des collectivités locales, il était fait pour organiser les services de l'État. Et c'est ce qu'on appelait à l'époque des circonscriptions d'action régionale, puis des établissements publics régionaux. Mais nous n'en sommes plus là, et heureusement. L'élection au suffrage universel direct des conseillers régionaux, qui était une excellente chose, votée par la majorité de gauche après l'élection de François Mitterrand. Elle date de 1986, même pas 30 ans. Mais en fait, le découpage, lui, il datait de 1959. Et il avait été bâti dans les années 50, il y a plus de 55 ans. C'est très intéressant
de voir sa genèse. Et je vous invite, mes chers collègues, à aller voir comment il a été bâti au départ. Je n'ai pas le temps de le détailler, mais je vous invite aussi à lire un portrait de celui qui en a été un petit peu le père, Serge Antoine, un portrait qui est paru dans le magazine L'Express en 2004, il y a 10 ans. Et malheureusement, cet homme nous a quittés, mais il disait dans ce portrait, il finissait avec une citation que je voudrais vous lire, elle est assez brève. Dans les années 50, disait-il, il s'agissait simplement de permettre à l'État de réussir sa planification territoriale. Nous étions bien loin de l'idée des projets de territoire. Mais il conclut « Ma seule erreur a été de croire que je mettais en place un système évolutif. J'étais convaincu naïvement que l'on assisterait peu à peu à des fusions de régions. Hélas, j'attends encore. » Voilà ce qu'il disait à propos de ce découpage qui doit en effet être modifié. Alors maintenant, que faisons-nous ? Nous avons toujours été, avec les écologistes, du côté des réformateurs. Je crois que le ministre Valigny s'en souvient très bien, car il faisait partie du comité Balladur dans le précédent mandat. Et nous avions plaidé devant le comité Balladur pour une réforme importante. Mais nous faisons preuve, en ce qui nous concerne, de cohérence et de continuité. Ce que j'ai dit, il se trouve que j'ai eu la chance d'être député dans le précédent mandat, ce que je dis aujourd'hui est en continuité stricte avec ce que nous disions à l'époque. Notre priorité n'était pas la réduction du nombre de régions, elle est la décentralisation de l'État vers les régions. Et messieurs les ministres, je vous invite à ce que, dans le débat sur les compétences, nous évoluions sur ce sujet, car pour l'instant, je n'ai rien vu de décentralisation de l'État vers les régions. Alors, des régions plus fortes, ce sont des régions qui assumeront demain des compétences aujourd'hui assumées par l'État. C'est une clarification du millefeuille territorial avec la fusion département-région. Et là, je me permets, en effet, de tirer un peu la sonnette d'alarme. Attention à ce que des grandes régions ne conduisent pas finalement à maintenir les conseils généraux, car on dira finalement dans des grandes régions, il faut faire un échelon intermédiaire, alors qu'on n'est pas obligé d'avoir, et je crois que vous partagez cela, messieurs les ministres, monsieur le Premier ministre l'a dit d'ailleurs hier dans un petit discours avec les parlementaires de la majorité, on n'est pas obligé d'avoir la même organisation territoriale partout en France. On peut avoir des dispositifs différents. Je le dis d'autant plus que nous serions tout à fait favorables, par exemple, à une assemblée d'Alsace, comme à une assemblée de Bretagne, chère au cœur du président Urvoas, qui a même écrit un livre sur le sujet. Et on aurait même pu penser que la Picardie fasse une assemblée qui gère tout à la fois les compétences régionales et départementales. Une région de 3 départements, 2 millions d'habitants, c'était à la fois proche des gens et suffisamment grand pour mener un certain nombre de politiques. Bon, nous avons bien compris que ce n'était pas la logique aujourd'hui du gouvernement, qui est plutôt de faire des grandes régions. La première proposition, et je finirai là-dessus, du gouvernement était à nos yeux incompréhensible et inacceptable. Ni logique de fusion, ni logique d'appui sur les identités et cultures régionales, ni logique de taille géographique, ni logique de taille démographique. Il n'y avait aucune logique. Le Sénat aurait pu faire évoluer la carte. Il l'avait fait d'ailleurs par le débat des amendements. Et c'était intéressant. Il y avait des propositions intéressantes, notamment de la part de l'homologue du président Urvoas, le président de la commission des lois, sénateur du Loiret, Jean-Pierre Sueur, qui a fait une proposition intéressante pour la région centre, par exemple. Mais malheureusement, les sénateurs, enfin la majorité UMP, drôle de majorité d'ailleurs, communiste et radicale de gauche, a préféré s'aborder purement et simplement la carte. Alors, il y a eu une première évolution en commission, assez modeste, le Limousin qui rejoint l'Aquitaine. Le groupe socialiste en propose une autre. Je tiens d'ailleurs à dire, c'est une proposition du groupe socialiste. Quand on entend certains médias, on a l'impression que c'est déjà adopté, qu'il n'y a déjà plus de débat. Il va y avoir des débats. C'est une proposition qui me paraît aller dans le bon sens. Je l'ai déjà dit publiquement lorsqu'elle a été sortie, mais elle n'est pas encore totalement compréhensible. Et il faut bien dire qu'il y a encore en quelque sorte une anomalie, et une anomalie qui saute aux yeux. Maintenant que vous avez privilégié la logique des grandes régions, c'est quand même assez étrange de voir que dans l'ouest et le centre de la France se retrouvent là 3 régions, toutes seules, maintenues dans le statu quo, la Bretagne à 4 départements, amputée de la Loire-Atlantique,
la région Pays de la Loire, artificielle parmi les artificielles, maintenue telle qu'elle, et la région Centre, qui d'ailleurs regrette, et je crois que beaucoup de députés, y compris de la majorité de la région Centre, souhaiteraient faire évoluer les choses. Pourquoi? Parce que la région Bretagne, je dois le dire maintenant, je vais quand même dire un petit mot sur la Bretagne, c'est la région de France où il y a une revendication de redécoupage. Depuis des dizaines d'années, il n'y en a jamais eu dans d'autres régions, sauf peut-être la Normandie, comme l'a dit le collègue Touret hier et ce matin. Mais alors que l'on ferait un projet de loi de redécoupage, on ne satisferait pas cette revendication ancienne de réunification de la Bretagne. C'est incompréhensible. Et donc, j'en appelle à une évolution supplémentaire, à un pas supplémentaire dans le débat, et nous aurons des amendements en la matière pour achever de réformer la carte des régions en ayant, en l'occurrence dans l'Ouest, une vraie région Bretagne et une vraie région Centre-Val de Loire. Merci.